Bonjour à tous. Pardon. Alors, on va essayer de démarrer la session à l'heure. Donc, merci d'être là à cette heure matinale. Et donc, on va démarrer tout de suite avec la première présentation par Marine Saour. Bonjour. Bonjour à tous. Donc, merci de m'avoir donné l'opportunité de présenter cette étude aujourd'hui avec vous, qui donc concerne l'impact d'une stratégie transfusionnelle individualisée et optimisée par érythropoïétine et carboxyméthylphosphate ferrique, donc pharyngecte, associée à la SCVO2 chez des patients en chirurgie cardiaque. Donc voilà mes conflits d'intérêts en lien avec la présentation. L'anémie donc concerne 20 à 30% des patients en chirurgie cardiaque en préopératoire, amenant à plus de 80% d'anémie en post-opératoire, qui, associé à la transfusion à des saignements qui sont incontournables, constituent véritablement des critères de morbimortalité importants. Du coup, dans les années 2010, se sont développés des programmes de patient blood management basés sur 3 piliers, dont le premier qui a pour objectif d'optimiser la masse sanguine pour compenser des pertes. Dans ce sens, l'association d'EPO et de pharyngecte a déjà été utilisée en chirurgie cardiaque, mais reste peu développée à ce jour. Par ailleurs, la tolérance à l'anémie en termes de baisse de la transfusion a également été proposée avec notamment l'utilisation de seuils restrictifs d'hémoglobine, qui reste un critère limitant, et notre équipe a démontré que la SVO2 avec un seuil de 65% pouvait démarquer une inadéquation, un déséquilibre entre la consommation et la délivrance en oxygène. L'hypothèse de cette étude était donc d'évaluer une stratégie multimodale basée sur l'utilisation de la SCVO2 en transfusion post-opératoire et la prise en charge de l'anémie périopératoire par EPO et pharyngecte. L'objectif donc principal de cette étude était d'évaluer l'incidence de la transfusion post-opératoire depuis la réanimation jusqu'à la sortie d'hôpital en traitant l'anémie péropératoire et en transfusant en fonction de la SCVO2 par un seuil de 65% par rapport à une prise en charge standard chez des patients à risque transfusionnel élevé que l'on avait défini par un score de TRUST supérieur ou égal à 3. Voici les critères secondaires de jugement, donc l'incidence de la transfusion, le nombre de culots globulaires, l'évolution du taux d'hémoglobine et la biomortalité, les complications post-opératoires. Donc, la population, il s'agissait des patients âgés de plus de 18 ans, opérés de chirurgie cardiaque sous CEC, avec un risque donc de TRUST score supérieur ou égal à 3 que je vous ai mis sur cette diapositive. Et les critères de non-inclusion étaient les suivants, avec notamment l'utilisation préopératoire spérologique de PO ou de fer, quel qu'il soit. Dans cette étude également, les patients dans le groupe pour lequel on avait utilisé la SVO2 n'étaient pas exclus, mais la SVO2 n'était pas utilisée en cas d'instabilité hémodynamique ou respiratoire ou encore de saignement important, massif, actif, qui n'était absolument pas contrôlé. Il ne s'agissait pas de critères de sortie d'étude, mais le protocole était mis en stand-by. C'était une étude réalisée de janvier 2020 jusqu'à août 2022 sur 2 ans. Il s'agissait d'une recherche intégrant la personne humaine de catégorie 1 avec un médicament, le pharyngecte, qui à l'époque n'avait pas l'autorisation par l'HAS, et donc il a fallu, en plus des instances, j'allais dire classiques, une autorisation de la NSSM, et il y avait un contrôle de vigilance mensuel pour voir éventuellement des effets indésirables graves. Il s'agissait d'une étude randomisée contrôlée avec 2 bras parallèles. Le groupe STOP, il s'agissait donc de la stratégie transfusionnelle optimisée versus le groupe contrôle. Voilà le design de l'étude. L'anémie périopératoire était définie comme une hémoglobine inférieure à 13. Les patients étaient randomisés la veille de la chirurgie en groupe STOP ou en groupe contrôle. Concernant le groupe contrôle, le préopératoire à J-1, il n'y avait pas de prise en charge particulière pour le groupe contrôle et les patients étaient traités par EPO et pharyngecte si l'hémoglobine était à moins de 13 dans le groupe STOP. On s'assurait donc d'une stabilisation hémodynamique et respiratoire dans les 8 premières heures, au-delà de laquelle le protocole pouvait démarrer. Le groupe contrôle était transfusé si on avait une hémoglobine inférieure ou égale à 8, auquel, si ce n'était pas le cas, il était traité d'emblée par du Venofer, ce qu'on fait actuellement.
Et dans le groupe STOP, en cas d'hémoglobine inférieure ou égale à 8, la SCVO2 était réalisée, et la transfusion était réalisée si le seuil était moins de 65%, et sinon, une deuxième dose d'EPO ou une première dose d'EPO de fer inject pouvait être démarrée dès l'admission en réanimation, en respectant toujours un intervalle de 7 jours entre les 2 administrations. Bien entendu, pour ce groupe-là, la transfusion a été réalisée quel que soit le seuil de la SCVO2 si l'hémoglobine est inférieure ou égale à 7. Donc voici l'analyse statistique. Concernant les résultats, donc voici le flowchart de l'étude. Au total, 128 patients ont été randomisés, 65 dans le groupe contrôle, 63 dans le groupe contrôle, 65 dans le groupe stop. Et au final, 62 puis 61 patients ont été analysés dans l'étude statistique. Voici les caractéristiques principales des deux groupes. Donc, je vous prie de me croire qu'ils sont strictement similaires. Il s'agissait d'une étude randomisée, donc que ce soit les caractéristiques démographiques, les scores du risque ou encore les paramètres péri-opératoires, les deux groupes étaient semblables et similaires. Concernant notre critère principal de jugement, qui était l'incidence de la transfusion post-opératoire depuis la réanimation jusqu'à la sortie d'hôpital, on avait une différence significative de transfusion avec 14% dans le groupe stop et 31% dans le groupe contrôle avec un risque relatif de 0,3. Les patients dans le groupe stop étaient transfusés pour une hémoglobine en moyenne de 7,7 avec une SVO2 de l'ordre de 54% et seulement 2 patients ont été transfusés alors que la SVO2 était supérieure à 65% puisque les SVO2 respectives étaient de l'ordre de 66 et 68%. Dans le groupe contrôle, l'hémoglobine décisive de la transfusion était de l'ordre de 7,5 grammes par décilitre. Nous avons bien évidemment regardé les autres incidences transfusionnelles au cours des différents temps péri-opératoires. En péri-opératoire, une différence mais non significative de transfusion entre les deux groupes, plus importante dans le groupe STOP. On en discutera éventuellement dans la discussion. Et en post-opératoire, en hospitalisation, en réanimation, cette différence était inversée. Concernant les interventions et l'optimisation de la masse sanguine, pour le groupe STOP, donc qui ont eu EPO et fer inject, 4 patients n'ont eu ni EPO ni aucune injection de fer inject. Et on voit à peu près que donc l'hémoglobine qui a permis décisionnelle des administrations de ces médicaments était de l'ordre de 10,8 grammes par décilitre. 18% des patients ont reçu une dose, alors c'est pas 40%, c'est 60% des patients ont eu 2 doses. Dans 16% des cas, le PO a été administré la veille de l'intervention, dans 34% des cas dès l'admission en réanimation et plus de 50% des patients ont eu une deuxième injection au cours de l'hospitalisation. Concernant le groupe contrôle, l'hémoglobine seuil qui a permis l'utilisation de Venofer était de l'ordre de 10,5 grammes par décilitre. Tous les patients ont reçu du Venofer et ce Venofer a été réalisé avec 3 doses dès l'admission en réanimation. Nous nous sommes donc intéressés sur l'évolution de l'hémoglobine durant toute la durée post-opératoire. Vous voyez que ces seuils d'hémoglobine dans le groupe STOP, qui est la courbe bleue, et sont significativement plus hautes, avec une sortie à la sortie d'hôpital et entre le premier mois et le 3e mois post-opératoire, ces patients ont été suivis. On passe de 13,3 grammes d'hémoglobine, donc on a gagné plus de 1,5 grammes, 1,5 points d'hémoglobine entre les deux groupes à 3 mois. Nous sommes intéressés évidemment à l'incidence de l'anémie préopératoire dans les critères secondaires. Je ne vous l'avais pas précisé, mais l'anémie préopératoire était similaire. À peu près 50% des patients étaient anémiques en préopératoire, ce qui correspond aux données de la littérature. Et entre 1 mois et 3 mois après la chirurgie, seuls 26% des patients sont anémiques dans le groupe STOP versus 85%, ce qui est également retrouvé dans la littérature concernant le groupe contrôle. Les complications post-opératoires, aucune différence significative en termes de mortalité et de morbidité et toutes les complications classiques dans le cadre de la chirurgie cardiaque entre les deux groupes. Les limites de cette étude, il s'agit donc d'une étude monocentrique. On peut également discuter l'utilisation du fer inject en 2e dose en termes de coût, éventuellement l'implication et l'impact que ça peut avoir dans les stocks en fer.
Ce protocole avait été mis en place pour des questions de difficulté de mettre en place un protocole en préopératoire bien en amont, d'autant plus qu'il n'y avait à l'époque pas de, ça a été fait en 2018, aucune AMM et validation auprès de l'HS qui existe depuis juillet 2022 maintenant. Le protocole en préopératoire, malgré l'utilisation classique d'hexacil, de tests d'hémostase délocalisés et des systèmes d'HMS-EPCON, peut être optimisé, notamment avec l'utilisation et la transfusion guidée par la transfusion guidée par la SEV2 en préopératoire, ce qui n'a pas été fait pour des raisons pratiques. Et puis enfin, nous n'avons pas étudié l'impact sur la qualité de vie à distance sur ce seuil d'hémoglobine plus important à M+1 et M+3, ce qui aurait pu être intéressant à évaluer. Donc en conclusion, l'optimisation de la masse sanguine par EPO et pharyngecte associé à la SCVO2 comme marqueur métabolique de la transfusion et de la tolérance à l'anémie, même réalisée la veille d'une chirurgie ou en périopératoire tout précoce, permet de réduire la transfusion post-opératoire de l'ordre de 50% chez des patients à risque de transfusion en post-opératoire de chirurgie cardiaque. La préparation de ces patients anémiques en amont, comme le recommande la HAS depuis juillet 2022, et l'application de la SCVO2 en périopératoire pourrait permettre d'améliorer ces résultats et serait intéressant à évaluer. Je vous remercie pour votre attention. Merci pour cette présentation et pour ce beau travail que vous avez effectué. Je ne sais pas s'il y a des questions. Moi, j'ai deux questions. La première, c'est comment vous faites pour utiliser la SVCO2 chez les patients hypoxiques ? Enfin, comment vous faites avec ce seuil-là ? Et la deuxième, c'est avec la mouvance actuelle de faire de la RAC, de déséquiper les malades rapidement, la SVO2, on ne l'a pas longtemps. Et on sait qu'on transfuse les patients pas J1, mais plutôt J3, J4. Alors, oui, pour la première question, comme j'avais précisé, en fait, dès que le patient avait une instabilité respiratoire ou hémodynamique ou un saignement actif, le patient n'était pas sorti de l'étude, mais en tout cas, la SCVO2 n'était pas utilisée. Ce qui évitait, voilà. Et après, en effet, c'était une des limites de l'étude, c'est la SVO2 était utilisée que lorsqu'il y avait une VVC, donc on ne gardait pas la VVC en post-opératoire si le patient était sorti en secteur de chirurgie. Et c'était donc le temps d'utilisation était sur un laps de temps assez court. C'est pour ça que l'utilisation en périopératoire serait d'autant plus intéressante. Et comme vous avez vu hier, c'est l'étude notamment de PHRC. Oui, PEROP éventuellement. Oui, mais actuellement, les seuils transfusionnels en PEROP, ils sont plus dictés par l'utilisation du GDP que de la SVO2. C'est l'objet d'une étude qu'on a en PHRC qu'on va mettre en place, que le professeur Conson va mettre en place pour voir éventuellement si cette utilisation peut, et le GDP peut pas être. Nous, dans notre centre, on ne l'utilise pas pour systématiquement toutes les chirurgies cardiaques. On va l'utiliser pour la chirurgie cardiaque à risque longue, c'est longue ou autre chose. Mais voilà, c'est une des limites, c'est que la SVO2 est utilisée sur une période de temps, en effet, assez courte. Moi, j'avais une question aussi, mais sur la gestion vraiment entre la sortie de la réanimation et la sortie de l'hôpital. Comment, entre guillemets, est-ce que vous avez bien le contrôle sur un protocole de soins, on va dire, pour le service parce que des fois, par exemple, on laisse monter un patient, par exemple, avec 8 ou 9 grammes, et puis peut-être le collègue qui fait le tour après est tenté de retransfuser dans les étages parce qu'il trouve que c'est trop bas. Non, on les pistait. Comment ? On les lâchait pas. Non, on a eu la chance d'avoir Madame Delbos, qui est donc notre attachée de recherche clinique, et qui allait voir les patients, qui les suivait. C'était il n'y a eu aucune déviation à ce niveau-là. Alors, je ne l'ai pas précisé en effet, mais il n'y a pas eu de déviation de protocole sur des transfusions réalisées à mauvais escient dans les étages ou au contraire. Voilà. Ils étaient suivis jusqu'à la sortie d'hôpital, et après on les appelait 1 mois ou 3 mois après pour savoir s'ils avaient fait leur bilan pour suivre l'hémoglobine. Okay. Pas de questions ? Oui. Du coup, c'est transfusé plus en périopératoire, c'est ça la diapo ? Alors, on n'a pas compris, je vous avouerai, pourquoi on a retrouvé ces données. En tout cas, on avait fait une analyse en sous-groupe
Des patients, on a enlevé les patients qui étaient plus transfusés qui étaient transfusés en péropératoire. On a fait cette analyse en sous-groupe et les résultats sont les mêmes. Alors, je vous ai pas mis là les résultats, mais globalement, on baisse quand même de 50% la transfusion. On est autour de 26% dans le groupe contrôle et 12% dans le groupe stop. Donc, après, c'est une étude randomisée. En péropératoire, il n'y avait aucune... C'était libre aux praticiens, même si on a tendance à avoir une transfusion assez restrictive, de le transfuser. Voilà, donc on n'a pas vraiment compris ce résultat. Bon, d'un point de vue statistique, il n'est pas significatif, mais on n'a pas compris. En tout cas, l'analyse en sous-groupe confirme nos résultats du critère principal de jugement. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup.